bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue pour notre troisième web rencontre, quatrième session de cette semaine un peu marathon sur le thème de la culture de sécurité et comment entretenir cette culture de sécurité. Troisième web rencontre sur la thématique du partage et de l'apprentissage grâce aux autres. En effet, on apprend pour soi, mais on apprend toujours grâce aux autres. L'expérience des uns doit pouvoir profiter aux autres. Cependant, on l'a vu lundi, la culture est composée d'une partie visible, les manières de faire, et d'une partie invisible, les manières de penser. Cette partie immergée de l'iceberg comprend notamment ces fameux savoirs non explicités, ces savoirs implicites qui pourtant influencent les pratiques et même nos comportements et nos façons de penser. Comment capitaliser sur ces savoirs tacites? Comment les identifier? Comment les partager? De quels outils disposons-nous pour les recueillir, pour les consolider, pour analyser les pratiques et restituer ces savoirs? On va, dans un premier temps, commencer par reprendre les principes même du retour d'expérience et surtout regarder les conditions de réussite de ce rétex. La notion de retour d'expérience exprime l'enrichissement des connaissances pour un individu ou un groupe d'individus. Il fait le lien entre la théorie et la pratique. Il fait partie des démarches de bon sens et fait partie de manière plus approfondie des processus de formation, de l'expertise et de la vigilance organisationnelle. Une culture de sécurité repose sur le dialogue et l'échange, la gestion non punitive des erreurs, le partage en équipe et la collaboration entre les acteurs, et enfin le retour et le partage d'expériences. En effet, ces quatre piliers rendront à terme des organisations plus sûres, plus fiables, informées, en d'autres termes, permettront de construire une organisation apprenante. La notion de retour d'expérience recouvre une grande variété de démarches et d'objectifs. Initialement développé dans le domaine du risque industriel et technologique, le retour d'expérience est souvent assimilé à un débriefing au cours d'une situation de crise. Cependant, il est nécessaire de préciser ce concept. Le RETEX est une démarche d'analyse a posteriori de la gestion d'un événement réel ou fictif ou d'un ensemble d'événements comparables. Il se fonde sur l'analyse des informations collectées dans les aspects techniques, humains, événementiels et organisationnels, ainsi que sur la capitalisation des expériences individuelles en expériences collectives. Il a pour objectif de tirer des enseignements positifs et négatifs de l'événement afin de promouvoir ou créer des réflexes, des procédures, des références dans une perspective de prévention des risques et d'amélioration des réponses. Enfin, il doit être systématique après une crise. Quels sont les objectifs principaux du RETEX? Tout d'abord, de partager une vision globale de l'événement et renforcer les liens entre les partenaires. Il s'agit d'un aspect particulièrement important quand l'événement concerne plusieurs partenaires internes ou externes à l'établissement ou la structure concernée par l'événement analysé. Repérer les points positifs et les capitaliser. Cet objectif permet d'identifier les pratiques positives en termes techniques, de compétences humaines ou d'organisation, afin de les porter à la connaissance des différents acteurs qui pourraient être confrontés à la gestion d'événements semblables dans l'avenir, tout en étant attentifs à ne pas tomber dans l'excès, soit d'autocongratulation ou au contraire d'autoflagellation et de chasse aux sorcières. Identifier les points positifs et proposer des axes d'amélioration. C'est l'objectif classique du RETEX, mais également le plus sensible. La démarche de RETEX ne devant pas apparaître comme une sanction, il est important de dégager les points de dysfonctionnement en toute impartialité et de mettre en avant l'amélioration des pratiques qu'on en attend. Reconnaître le travail de chacun et faciliter la résilience. Le RETEX est pour la hiérarchie l'occasion de prendre acte de l'investissement de chacun dans la gestion de l'événement. Il permet également de valoriser le travail des acteurs qui sont à l'origine des points positifs. Au décours d'une crise, l'impression globale est que rien n'a fonctionné correctement.
Le fait de dégager des points positifs, et il y en a toujours, permet aux acteurs concernés de rebondir et d'aller de l'avant. Valoriser l'expérience acquise pour la gestion des événements futurs. Il s'agit de l'élaboration, de la mise à jour, de la diffusion, de procédures ou de plans, de l'impulsion de l'évolution de la réglementation, de la sollicitation de l'expertise scientifique. Démultiplier les enseignements tirés et sensibiliser les acteurs potentiels. Le rétex doit être porté à la connaissance du plus grand nombre d'acteurs potentiels afin de ne pas seulement profiter aux acteurs qui ont été concernés par l'événement source et d'améliorer la connaissance, les connaissances et les pratiques de façon globale. Si le rétex peut recouvrir une grande variété de démarches, il peut donc revêtir plusieurs formes réparties sur plusieurs niveaux concentriques. Ainsi, le retour d'expérience, dans sa forme la plus simple, cherchera à se concentrer sur les résultats et sur la méthode et les moyens employés pour l'obtention de ce résultat. Si on peut disposer de plusieurs retours d'expérience, cela peut être l'occasion de capitaliser et d'émettre un rapport d'expertise ou des fiches conseils. Le niveau supérieur de retour d'expérience consistera en l'élaboration de recommandations de bonnes pratiques, se concrétisant par des fiches pratiques, voire un guide de recommandation. Enfin, dans certains cas, la fiabilité des expériences permettra d'émettre une ou des procédures qui s'imposeront alors à tous les acteurs concernés et régiront alors les organisations. Qui participe au rétex? Dans la mesure du possible, le rétex va concerner l'ensemble des acteurs de l'événement ou de la crise ou du projet dont il fait l'objet. Cependant, souvent, pour des raisons d'ordre pratique, le rétex ne peut concerner malheureusement tous les acteurs qui ont été impliqués dans l'événement source. En fonction des objectifs retenus, il y a donc nécessité de définir le périmètre des acteurs concernés au sein de l'établissement et à l'extérieur de celui-ci. En pratique, on retrouvera l'équipe rétex, au minimum un animateur et un rapporteur. Elle apporte des connaissances et surtout la méthode et contribue aux travaux du rétex. Les professionnels de l'établissement de la structure apporteront eux leur point de vue et leur analyse. Enfin, les partenaires extérieurs et les professionnels libéraux qui travaillent avec la structure seront eux aussi une source importante d'informations. Quels sont les facteurs de succès du rétex? Une démarche de rétex aboutie repose sur une direction qui a la volonté de faire du retour et partage d'expérience un axe majeur de révision de ses organisations. Et cela en respectant la temporalité entre la situation de crise, d'urgence sanitaire ou la gestion d'un événement et le retour d'expérience lui-même. En effet, un rétex réussi le sera s'il se déroule dans un climat relationnel propice à l'échange et au partage, sans crainte de représailles ni de polémique. Le rétex est un processus précis qui demande de la méthode pour une mise en œuvre collective. L'animation, la collecte, l'analyse devront se faire dans un climat de bienveillante neutralité, ce qui nécessite un positionnement fort de l'équipe rétex qui aura à cœur d'associer l'ensemble des professionnels à la démarche. Pour ce faire, on pourra prévoir une démarche organisée sur plusieurs niveaux de professionnels en fonction de la thématique appréhendée afin de s'assurer de l'exhaustivité des points de vue nécessaires à une analyse systémique. Un rétex ne s'improvise pas. Non seulement il répond à une méthodologie précise, mais aussi il s'anticipe. Idéalement, il débute dès les premiers instants de la crise par la constitution d'un livre de bord permettant de garder la mémoire des situations et des décisions. Ce livre de bord sera remplacé par un chronogramme lorsqu'on aura affaire à l'analyse systémique d'un événement a posteriori. Par ailleurs, on ne négligera pas les aspects humains et organisationnels, car ils sont autant de sources de dysfonctionnement que de grandes réussites. Enfin, on se rappellera qu'un rétex ne se concentre pas seulement sur les points faibles et sur les points d'amélioration. Le rétex doit aussi s'intéresser aux points de réussite et tirer les enseignements sur les points positifs afin de les partager avec le plus grand nombre.
En conclusion, le RETEX reste une procédure d'analyse structurée et collective à partir de données factuelles. Ce n'est surtout pas une démarche individuelle, ni une affaire d'experts, encore moins une recherche de faute ou de responsabilité. Il ne doit pas être pris comme une simple réponse à des obligations administratives et ne doit pas être pris comme un prétexte pour établir une liste de dysfonctionnements non imputables à l'établissement ou à la structure concernée. Le RETEX permet l'apprentissage et contribue largement au déploiement d'une culture de sécurité. Il ne s'improvise pas et le recours à une méthode doit justement permettre de faciliter la démarche, de la dédramatiser et d'atteindre les objectifs fixés. Dans un RETEX, il y a toujours un temps de préparation, un temps pour le déroulement de la réunion d'échange et de partage, et enfin un temps de restitution. Ainsi, on retiendra que le retour d'expérience est un processus de réflexion mis en œuvre pour tirer les enseignements tant positifs que négatifs de projets ou d'événements en cours ou terminés. Dans ce processus, on va porter un regard sur la démarche développée, les méthodes employées, les productions réalisées, le rôle et le niveau d'implication des acteurs concernés, ainsi que sur les moyens utilisés. Il contribue ainsi à l'amélioration de pratiques et demeure un pilier essentiel d'acculturation pour toute organisation apprenante. On a vu une partie théorique, on va voir maintenant effectivement une partie plus pratique avec des exemples. Premier exemple, c'est celui de l'appel à la prudence. L'idée est d'apprendre des erreurs des autres, on l'a vu, et de le faire avant même que de faire soi-même l'erreur. Et ça, c'est le défi que s'est lancé le centre hospitalier de Falaise. Vous allez découvrir ici une démarche qui pourtant est déjà très installée dans le monde industriel, mais là qui a été transposée au sein d'une équipe soignante. Ces fameuses learning cards ou fiches de retour d'expérience ont été transformées en appel à prudence. On va voir effectivement comment ça se passe. Et là, je laisse Charlotte Schering, qui est responsable assurance qualité au sein du CH de Falaise, et Agathe Perdriel, pharmacien justement au même CH, nous en parler maintenant. Je m'appelle Charlotte Schering et je suis responsable qualité à l'hôpital de Falaise depuis le mois de novembre 2018. Et je travaille en collaboration avec mes collègues de l'hôpital d'Argentan puisque nous sommes en direction commune depuis le mois de janvier 2019. En quelques mots, l'idée c'est que ce soit un outil partagé et simple dans la communication pour avoir un impact maximum envers les professionnels qui sont concernés par les sujets qui sont traités dans les appels à la prudence. Alors, quand on a commencé à travailler ensemble avec mes collègues du service qualité de l'hôpital d'Argentan, en échangeant sur différents sujets, on s'est rendu compte à un moment que dans un des deux établissements, il y a eu un événement indésirable grave relatif à un événement d'hémovigilance. Et en approfondissant l'analyse des causes, on s'est rendu compte que sur un des deux établissements, les actions d'amélioration avaient déjà été mises en œuvre quelques années auparavant et que si on les avait partagées un peu plus tôt, au final, cet événement ne serait sûrement pas arrivé sur l'autre établissement. Alors, donc, avec mes collègues d'Argentan, donc Élise Couteau qui est responsable qualité, Christophe Leca qui est directeur qualité maintenant sur les deux établissements, ma collègue aussi Isabelle Herbison-Petit qui est praticien hygiéniste et coordonnatrice de la gestion des risques associés aux soins, et le docteur Agathe Perdriel qui est notre responsable du système de management de la prise en charge médicamenteuse. On a réfléchi tous ensemble à un format qui pourrait convenir pour échanger nos retours d'expérience entre les deux établissements. Donc, ce qu'on voulait initialement, c'était justement, comme je l'ai dit au départ, quelque chose de simple,
reproductible et d'identifiable par n'importe quel interlocuteur, et qu'on ait voilà, un titre un peu accrocheur, d'où le nom d'appel à la prudence. Donc l'idée, c'était de partir de la gestion des événements indésirables du circuit voilà, de chaque établissement. On fait nos analyses des causes sur les événements indésirables graves ou récurrents ou significatifs. Et puis on se pose la question à un moment, est-ce que cet événement pourrait avoir eu lieu sur l'autre établissement? Et si la réponse est oui, à ce moment-là, on fait une fiche de retour d'expérience, un appel à la prudence partagé entre nos deux établissements. Cet appel à la prudence est connu puisque lorsqu'on a préparé notre visite de certification synchronisée qui a eu lieu en octobre 2019, lors de la préparation et de la présentation, on a fait un sondage auprès des professionnels et il s'avère que 90% des professionnels interrogés connaissaient le support et connaissaient l'objectif de ce support. C'est un document écrit, format A4, avec différents titres. Donc, on peut retrouver le public concerné, savoir à qui s'adresse, est-ce que c'est aux infirmiers, est-ce que c'est aux médecins, est-ce que c'est à l'ensemble de l'établissement, un titre, voilà, qui résume l'événement qui s'est produit. Un résumé de ce qui s'est passé sur l'événement en lui-même, donc pas plus d'une dizaine ou d'une quinzaine de lignes. Et enfin, comment éviter que ce type d'événement ne se reproduise? Donc, qu'est-ce qu'on a décidé en CREX ou en RMM pour éviter justement que cet événement ait lieu à nouveau dans l'établissement et dans l'autre établissement? Et enfin, deux derniers points, donc les procédures en lien avec cet événement que l'on peut retrouver sur la gestion documentaire de chaque établissement et les personnes à contacter si besoin de plus d'informations, si besoin de formation également, qui sont les personnes à contacter dans l'un et dans l'autre des établissements. Alors, les facteurs de succès, bah justement, c'est le format qui est reproductible et reconnaissable. Il est court, donc il est très rapide à lire. On va vraiment à l'essentiel. Justement, la distribution physique, je dirais, dans les services auprès des professionnels, ça aussi, c'est très important puisqu'ils peuvent aussi nous poser des questions. On voit aussi dans les différents services les contraintes qui peuvent être amenées à ne pas pouvoir mettre en œuvre les plans d'action. Donc, nous aussi, ça nous permet de nous rendre compte de ça en échangeant avec les professionnels. Donc, ça, c'est une partie vraiment très importante. Alors, le point fort aussi de l'appel à la prudence, c'est la multiplicité des sujets abordés. Donc, c'est les deux établissements, mais ça concerne aussi les EHPAD. Et un point important aussi de facteur de succès, c'est l'implication des cadres de proximité. Et ça permet vraiment aux professionnels d'entrer dans notre partie de la démarche qualité et notamment l'analyse des causes profondes et de démystifier un peu ces CREX et RMM et puis de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut y faire. On va bien chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Merci pour ce premier témoignage. Je vous propose encore une fois, on voit tous les témoignages les uns après les autres. Ça nous laissera du temps pour pouvoir échanger. Parce que là, effectivement, probablement que ça va vous amener à poser quelques questions, notamment sur voilà, les formats, la multiplicité des sujets traités, l'implication des cadres de proximité. Voilà, autant de questions qu'on peut se poser sur la mise en pratique. On va voir qu'effectivement, un retour d'expérience réussi, c'est un retour d'expérience au sein duquel on associe pleinement les professionnels du terrain. En les réunissant régulièrement pour qu'ils évoquent des problématiques qu'ils rencontrent et examinent collectivement leurs pratiques, il en sort obligatoirement une multitude d'enseignements. C'est la démarche d'ailleurs qui a été initiée par l'unité de coordination en oncogériatrie interrégionale de Normandie, en Normandie, l'UCOGIR Normandie. Mais je vais laisser Béatrice Beauplet et Nicole Frenkiel, respectivement praticiens gériatres au CHU de Caen et hématologues à l'Institut d'hématologie de Basse-Normandie, nous rapporter leur retour sur justement des séminaires en oncogériatrie.
Bonjour, je suis Bérangère Beauplé, praticienne gériatre au CHU de Caen et coordinatrice de l'UCOGIR Normandie depuis sa création en 2013. Bonjour, je m'appelle Nicole Franquiel, je suis hématologue à l'IHBN de Caen et je suis coordinatrice de l'UCOGIR Normandie depuis le départ de Monsieur Sévin de l'UCOGIR en novembre 2015. Nous allons vous présenter l'initiative qui a été menée au niveau régional pour améliorer les pratiques professionnelles en oncogériatrie. Eh bien, un des objectifs du dernier plan cancer et du schéma régional de santé 2018-2023 de Normandie porte sur la généralisation du repérage des fragilités gériatriques chez les patients âgés de 70 ans et plus et qui sont atteints de cancer. L'INCa et la SOFOG, qui est la Société francophone d'oncogériatrie, recommandent la réalisation de ce repérage par le questionnaire Oncodage G8. G8 pour 8 questions courtes qui portent sur l'état nutritionnel, physique et mental des patients. Et ce test permet l'orientation vers les consultations gériatriques lorsque son score est inférieur ou égal à 14 sur 17. Aussi, depuis 2013, nous avons sensibilisé de nombreux professionnels dans la région à l'utilisation de ce questionnaire au travers de nos formations. Nous avons donc souhaité évaluer la diffusion de ces pratiques. Alors tout d'abord, nous avons fait un état des lieux fin 2018 auprès des établissements autorisés à la cancérologie pour identifier dans quelle mesure ils avaient intégré l'oncogériatrie dans leur prise en charge des patients âgés traités pour cancer. Et nous avons planifié 3 séminaires sur 2019. L'idée étant d'abord d'identifier les méthodes les plus appropriées pour évaluer l'intégration de l'oncogériatrie. Ensuite, de travailler en sous-groupe sur les outils des différentes méthodes. 9 établissements ont participé à ces séminaires. On peut voir que, donc, en ce qui concerne la méthode de l'audit clinique sur l'utilisation de l'outil encodage, 24% des dossiers des patients contenaient un score encodage de dépistage des fragilités, mais ça reste cependant au-dessus de ce qu'on peut sortir de la fiche RCP, puisqu'en fait finalement ce score encodage ne figurait que dans 10% en fait des fiches RCP de ces patients. Et finalement, en fait, l'audit permet quand même d'identifier, de retrouver quelque part dans le dossier du patient, quand même un quart des patients ont été dépistés, donc il y a une marge de progression. Et par contre, en fait, sur le critère 7, on voit que 35% des patients en fait avaient quand même bénéficié d'une évaluation gériatrique au cours de leur prise en charge oncologique. Ce qui est aussi intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des patients qui sont adressés directement au gériatre sans passer par l'étape préliminaire, on va dire, du dépistage. Alors, dans les autres méthodes, on a également expérimenté la revue de morbimortalité au CHU de Caen en urologie, avec donc la spécificité de la participation du gériatre lors de la discussion du dossier de cette RMM. Il y a également expérimenté la méthode du patient traceur âgé hospitalisé pour traitement du cancer, donc cela a été fait à Bayeux au CHU de Caen, avec donc une adaptation des grilles patients et des grilles entretien équipe pour intégrer en fait les spécificités des personnes âgées. Et donc la 4e méthode qui avait été également identifiée comme pertinente, le chemin clinique, mais qui, on l'a déjà un peu cité, effectivement, n'a pas pu forcément aboutir. La motivation des professionnels participants est un point extrêmement important et la sensibilisation de ces professionnels également. Il est important au sein de chaque établissement qu'il y ait non seulement les responsables qualité impliqués, mais aussi les équipes gériatriques et les équipes oncologiques aussi, car tous ces professionnels doivent travailler ensemble et élaborer leurs actions d'amélioration de façon commune afin qu'elles soient appliquées. D'une
part, les outils standardisés que nous avons élaborés de façon collégiale, donc notamment concernant l'audit clinique et le patient traceur, donc ce sont des outils standardisés issus des documents officiels et qu'on a donc adaptés aux particularités de la personne âgée. Donc ces outils sont disponibles pour tous les établissements de la région, donc sur demande auprès de l'UCOGIR. Merci pour ce nouveau témoignage. J'imagine qu'il y a déjà pas mal de réactions. J'ai vu passer quelques réactions sur le chat. On va refaire un point justement sur les questions et les interrogations que vous posez ou les échanges que vous avez déjà sur le chat pour qu'on puisse tous en profiter. On va passer à un troisième témoignage. L'idée est de dire que effectivement, on apprend des autres, on l'a dit déjà à plusieurs reprises, et on peut aussi essayer de capitaliser sur une expérience vécue ailleurs pour tenter de faire évoluer des mentalités, des postures, des manières de faire et de penser, en un mot, des cultures. C'est d'ailleurs l'expérience de Sylvie Libois. Elle est actuellement cadre de santé au sein de la communauté des établissements du sud de l'Eure, mais elle n'a pas toujours été à ce poste, ni d'ailleurs dans ce même pays. Elle a longtemps vécu chez nos voisins de Belgique, et bien que frontalier avec notre beau pays, les approches, notamment sur la fin de vie, sont différentes. Les questions éthiques trouvent des réponses qui sont différentes. Imaginez donc la surprise de Sylvie lorsqu'elle débarque en France et se heurte à une culture différente de la sienne. Nous lui avons demandé de nous rapporter justement son étonnement et nous expliquer comment elle aborde justement le sujet avec ses collègues. Je suis cadre supérieur de santé sur le parcours de la personne âgée pour le centre hospitalier de Verneuil-d'Avray-Diton dans le sud de l'Eure. Et je m'occupe essentiellement des 4 EHPAD et des 2 centres d'accueil de jour Alzheimer ainsi que de la plateforme de répit. J'ai toujours voulu travailler auprès de la personne âgée et les structures d'hébergement, mais en Belgique, puisqu'à mon accent, vous avez pu vous rendre compte que je n'étais pas du coin. Je suis arrivée en France il y a de cela 3 années et j'ai été très très étonnée de ce que j'ai pu découvrir, non seulement dans l'approche globale de la fin de vie de par les équipes, de par le corps médical, de par la culture de la population. J'ai l'impression qu'ici en France on est très cloisonné. Par rapport à ce que j'ai pu connaître en Belgique où l'approche est très globale et où la mort fait partie de la vie, beaucoup moins tabou qu'ici sur ce territoire, on a une communication beaucoup plus aisée et donc une approche beaucoup plus facile, que ce soit pour le soignant que pour le médecin. Les EHPAD, en tout cas ceux que j'ai pu connaître ici, sont très basés sur une structure sanitaire et une approche sanitaire, de par les agents, de par la structure des bâtiments, de par les réflexions des médecins co avec lesquels je travaille. Et donc toujours sur cette base de non-globalité et d'une approche segmentaire et fractionnée. Tout est cloisonné ici, tout est technicisé à outrance, c'est-à-dire qu'une infirmière est hyper bonne dans la technique, dans la lecture des résultats de biologie. Une aide-soignante a vraiment une fiche de poste très précise. Donc c'était un axe en tout cas sur lequel je voulais travailler. Donc je sers un peu de lien et entre le corps médical, entre les équipes soignantes, entre la direction ici du centre hospitalier. Et j'essaye d'établir un dialogue plus facile et plus simple. Et notamment sur les directives anticipées.
Et cette notion de fin de vie, une personne âgée, française ou belge, elle doit avoir le même regard sur sa fin de vie et décider de se l'approprier, de vouloir la contrôler, ça me semble logique. Le but du jeu, c'est que ça se passe le plus correctement et le plus dignement possible, sans souffrance. Donc, je me suis dit, bon, je vais essayer, et je suis à la rencontre de ces habitants, et qui étaient très clairs. Ils ne tournent pas autour du pot. En fait, les difficultés, c'est nous qui nous les créons, parce que on a peur et on projette nos propres inquiétudes. Je pense que c'est un manque de formation surtout, puisque en Belgique, le personnel des maisons de repos, le financement de la formation sur les soins palliatifs pour le personnel des maisons de repos et de maisons de repos et de soins, c'est la même chose que les EHPAD. C'est depuis les années 90, c'est financé. C'est vraiment le point crucial de notre prise en soins. Que la fin de vie et soins palliatifs, ce n'est jamais que des soins d'accompagnement et de confort, et on est là-dedans dès l'entrée en EHPAD. C'est pas sur une période définie de 3 mois avant la mort. Ce qu'on essaye de faire et de mettre en place, ce sont des petites choses. C'est des rencontres avec les équipes et de parler vraiment franchement de ce qui nous embête, de quelles sont les valeurs qui nous tiennent, de ce à quoi on a envie d'être attentif pour soi, pour nos parents, et puis après de dire donc si on est attentif à ça pour nos parents ou pour nous, c'est ça qu'il faut mettre en place aussi et proposer à nos personnes accueillies. Mettre un point d'honneur à former beaucoup plus massivement les personnels de notre structure, ainsi que les médecins. C'est toujours cette crainte de qui va porter la responsabilité si je mets en place tel ou tel traitement, etc. Et c'est pas naturel et c'est pas simple ici d'ouvrir cette concertation aux proches et d'être tous ensemble autour d'un même thème qui est la fin de vie de son parent, et que ce parent soit en capacité de dire ce qu'il souhaite vraiment et qu'on puisse respecter ça. Maintenant, il y a toujours les personnes qui ont des troubles cognitifs ou qui ne sont pas à même. C'est toujours informer dès l'entrée quand on a la possibilité, qu'on sait qu'il y a quand même un diagnostic de démence, quelle qu'elle soit, Alzheimer ou autre, pouvoir tant qu'on en est capable de poser nos désirs sur une feuille de papier. D'engager ce dialogue avec le corps médical et les équipes, quoi. Il faut vraiment remonter à la source et ne pas attendre. Le gros tort, c'est qu'on attend toujours qu'il soit trop tard. Et on se pose les vraies questions qu'à l'approche dans des temps qui sont trop proches de la fin de vie. On n'est pas là pour guérir, on est là juste pour accompagner et faire en sorte que les désirs de la personne soient respectés, quels qu'ils soient. Donc c'est pour ça qu'il faut pouvoir être ouvert à tout et tolérant. C'est ne pas se mettre d'œillères. Et le cadre, il y a le cadre légal, mais entre ces barrières, on peut fluctuer et trouver des façons de faire qui puissent convenir à tout le monde. Merci infiniment. J'ai vu Sylvie se cacher dans les plis de son pull devant cette vidéo. Merci encore pour ce témoignage, vraiment ce joli témoignage. On va en reparler. Je crois qu'il y a pas mal de questions qui ont été posées sur le chat. Marianne, Cécile. Oui, on a quelques questions. Tout d'abord, pour le CH de Falaise. Alors, Charlotte y a répondu pendant le chat, mais c'est vrai qu'il peut être intéressant de partager avec tout le monde. Alors, que je reprenne depuis le début. Le support proposé par le CH de Falaise, donc il y avait une demande, est-ce que le support sera disponible sur le site? Et effectivement, le CH de Falaise va nous l'a mis à disposition et nous autorise pour le diffuser sur le site internet. Donc, vous pourrez le retrouver aussi avec toutes les ressources de cette semaine régionale. Ouais, c'est vraiment un format qui ressemble beaucoup au monde industriel, et effectivement, on s'étonne. Alors bien sûr, le monde industriel, monter d'une chaîne de boulons ou des sièges automobiles, ça n'a rien à voir avec prendre en charge un patient, mais en même temps, on voit que juste pour construire des boulons, on a des retours d'expérience, des petites fiches de retour d'expérience et des appels à prudence à la suite du moindre incident. Et finalement, dans le monde de la santé, on ne l'a pas tant que ça. Donc cette idée justement de cet appel à prudence et d'apprendre des erreurs des autres, elle est vraiment intéressante, elle est facile à mettre en œuvre, elle est
je l'ai vu effectivement dans vos réactions, très transposable vraiment dans n'importe quelle structure, et notamment, je pense, au sein des EHPAD, où on a une culture de l'écrit qui est moindre, parce qu'effectivement, on est à la fois sur des lieux de soins, mais aussi on est sur des lieux de vie, et que la vie, elle se régit pas que par des écrits, hein, c'est plus difficile. On pourrait discourir hein, sur ce sujet, mais là, pour le coup, on a vraiment une démarche qui est assez facile à transposer dans un EHPAD, avec justement, dans les moments où on n'a pas forcément le temps de lire un guide complet, c'est pas mal d'avoir juste quelques lignes à lire et puis à transmettre les uns aux autres. Je crois qu'il y avait d'autres questions hein, sur cette fiche de l'appel à la prudence. Donc, à quel moment sont faits les retours de ces fiches auprès des équipes? Alors, une fois l'appel à la prudence validé par la cellule qualité et par les personnes ressources, donc le support est diffusé dans la gestion documentaire, puis distribué en physique dans les services. Donc, Charlotte nous dit également qu'il faut un point en réunion cadre sur les dernières parutions et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des plans d'action. Vraiment un suivi de la diffusion jusqu'à l'application sur le terrain. Je ne sais pas si Charlotte est connectée ou est-ce que vous voulez ajouter quelque chose justement sur ce sujet? Alors effectivement, on va jusqu'à la vérification de la mise en œuvre via les réunions cadres et qui peuvent effectivement nous remonter les difficultés qu'ils ont rencontrées pour la mise en œuvre des plans d'action. On est en plus en train de vérifier la mise en œuvre des plans d'action de manière factuelle via des visites de risque, où on a tout un ensemble de critères, effectivement, et on a ajouté la vérification de la mise en œuvre des plans d'action d'appel à la prudence. Donc là, on est vraiment en train de mesurer de manière chiffrée l'impact et la mise en œuvre de ces plans d'action dans les services de soins. D'accord. Oui, justement, comment sont impliqués les cadres de proximité? Donc, ils vous remontent les difficultés, mais est-ce qu'ils vous remontent les sujets? Est-ce qu'ils font des analyses? Ils font eux-mêmes des appels à prudence? Comment ça se passe? Alors, pour l'instant, on est vraiment au niveau justement où, au moment de la diffusion, ils s'approprient la fiche d'appel à la prudence, ils mettent en œuvre les plans d'action dans leur service et effectivement nous font remonter les difficultés rencontrées. On n'en est pas vraiment au point de la création des appels à la prudence par les cadres de proximité. L'idée aussi de ces appels à la prudence, c'est qu'on n'en ait pas une centaine dans l'année. C'est vraiment sur des événements significatifs où on veut vraiment avoir un impact important, où on fait un appel à la prudence. En 2019, on en a eu 6. D'accord, ouais. Ouais, effectivement. J'aurais tendance à dire trivialement, trop d'appels à la prudence tue la prudence, hein, effectivement. Voilà, c'est exactement ça. Vous parliez tout à l'heure voilà, il y a une fiche de retour d'incident à chaque incident dans l'industrie. Nous, ce n'est pas vraiment ce qu'on souhaite là, c'est vraiment sur les événements indésirables graves ou significatifs ou potentiellement graves, où on veut avoir un impact très important dessus. Ouais. Est-ce que par ailleurs, vous faites d'autres remontées d'informations sur justement tous les autres événements qui ne font pas qui ne font pas l'objet d'appel à la prudence? Alors, les retours d'informations, ils sont faits au niveau du service. Enfin, quand on a une déclaration d'événement indésirable, le retour est fait systématiquement au déclarant et s'il y a besoin de mettre en œuvre un plan d'action dans le service ou même plus globalement au sein de l'établissement, c'est intégré à notre programme d'action qualité globale et à ce moment-là, ça prend un peu plus un autre circuit que les appels à la prudence. D'accord. Est-ce que ces appels à prudence, vous avez songé aussi les partager avec d'autres structures que justement votre structure? Alors, pour l'instant, on en est effectivement à la mise en œuvre entre Argentan, Falaise et leurs EHPAD rattachés. Mais évidemment, pourquoi pas partager avec d'autres établissements, pousser plus loin. Voilà, c'est vraiment l'idée de développer cette fiche d'appel à la prudence. Mais voilà, il faut déjà développer la communication et la coordination entre les services qualité, à mon avis, et avoir une démarche qualité un peu plus globale pour qu'on en arrive à cette étape-là.
Ouais. Mais bon, on peut toujours, toujours espérer que on aille dans ce sens-là, effectivement. Ouais. Merci infiniment. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet? Alors, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. N'hésitez pas à poser les questions sur le chat. Pas trop par oral parce qu'on est quand même encore, je crois, plus de 80. Donc, en tout cas, 80 connexions. Donc, ça veut dire un peu plus de monde encore derrière. Il y avait, je crois, des questions aussi pour nos amis de Lucogir, je crois. Tout à fait. On a une question pour Bérangère qui, je crois, est connectée. Oui, tu m'entends? Oui, tout à fait, très bien. Voilà. Oui, j'ai répondu dans le chat la question. Alors, non, c'est cette question-là sur l'âge, en fait, des patients, hein, c'était ça. Alors, effectivement, le questionnaire encodage est validé par l'INCa à partir de 70 ans. Par contre, l'ARS a plutôt repris le seuil de 75 ans. En fait, le dépistage doit être fait pour tout patient de plus de 75 ans. Mais il arrive bien souvent que les spécialistes de l'oncologie, chirurgiens ou spécialistes d'organes, l'utilisent aussi avant parce qu'il y a des patients qui ont malheureusement beaucoup de comorbidités, de pathologies, de fragilité. Précocement, on va dire, hein, effectivement, il y a une grande hétérogénéité des patients face au vieillissement. Et donc, ça peut être appliqué dès 70 ans, en fait. C'est souvent, d'ailleurs, je crois que dans les discussions, c'est souvent sur cette tranche d'âge de 70-75 ans, parfois on est un petit peu en difficulté pour proposer soit le traitement standard ou un traitement adapté. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Marianne? On a une toute dernière qui vient d'arriver pour toi, Bérangère. Est-ce que les grilles peuvent être remplies en EHPAD ou est-ce que cela doit rester pour les oncologues? Alors, effectivement, la grille encodage, c'est une grille qui a été conçue pour les oncologues, les chirurgiens, les radiothérapeutes, pour un petit peu les sensibiliser à la fragilité gériatrique. Donc, c'est un questionnaire qu'ils doivent faire normalement, enfin, eux ou leur infirmier, enfin, les équipes, on va dire, de cancérologie, sont censés faire cette démarche de dépister. Et quand ils identifient une fragilité, ils l'adressent ensuite vers une équipe gériatrique. Alors, c'est vrai que par rapport aux patients que je vois qui viennent d'EHPAD, bien souvent, ils sont tous fragiles. Donc, le terme de dépistage n'a pas forcément de nécessité. C'est-à-dire qu'ils sont déjà fragiles s'ils sont en EHPAD. Donc après, effectivement, c'est souvent une discussion. Et là, c'est vrai que depuis cette année, j'essaye de faire un peu plus de téléconsultation pour éviter de déplacer les patients sur le CHU, mais effectivement, on peut discuter avec l'infirmière coordinatrice, avec le médecin coordonnateur et le patient par téléconsultation pour vraiment discuter du traitement du cancer, parce que tout dépend un petit peu du type de traitement, hein. Il y a des traitements plus ou moins lourds, donc voir on peut discuter avec déjà les éléments de dossier, les éléments de fragilité qui sont déjà recensés par les professionnels des EHPAD, donc c'est plus sous cette forme-là. Je pense que qu'on peut travailler de façon le plus pertinente possible, on va dire. Merci infiniment. J'avais une question en fait qui était double justement. Vous l'avez commencé à l'aborder sur les conseils. Je suis une équipe qui fait pas d'oncogériatrie, mais qui serait sur un autre sujet. Mais qui voudrait mettre une démarche assez similaire à la vôtre, avec le principe des séminaires, le principe de l'évaluation. Quels conseils vous pourriez donner? Et puis, question double, quels sont les freins que vous avez rencontrés? Parce que j'imagine que vous avez dû rencontrer un certain nombre de freins, parce que remplir une grille avec et cocher des cases, c'est pas la formation initiale de pas mal de professionnels de santé. Donc, on sait qu'on a des freins sur ce sujet. Mais il y en a peut-être d'autres. Alors, il y a plusieurs questions dans la question. Alors les freins, vous voulez dire les freins par rapport à l'utilisation de la grille, en fait, oui, c'est ça? Oui. Évidemment, par rapport au taux de complétion actuel, retrouvé dans les dossiers. Donc, déjà, il faut savoir que les établissements qui ont participé, c'était des établissements plutôt effectivement déjà impliqués et volontaires. Donc, je pense qu'on a déjà un taux au-dessus de ce que d'autres établissements peuvent peut-être avoir. Donc, c'est vrai que pour ces patients qui sont
pour ces établissements qui sont théoriquement déjà sensibilisés, impliqués, on pourrait être un peu déçu du taux finalement d'un quart d'encodage réalisé. En fait, principalement, nous, les retours qu'on a des oncologues et chirurgiens, c'est que ça prend du temps. En fait, même effectivement, si c'est un questionnaire qui est très court, hein, en moins de 5 minutes, il est rempli. En fait, il y a tellement de documents à remplir, au niveau administratif, que c'est vrai que les spécialistes en fait ont un petit peu de mal aussi à s'astreindre à le faire systématiquement. Donc comme on a pu le voir, parfois ils m'adressent directement les patients sans passer par l'étape de la grille encodage. Donc ça arrive aussi dans d'autres établissements, hein, un peu partout. À partir du moment où il y a une bonne entente, enfin dire une relation qui est déjà installée entre les spécialistes d'oncologie et les gériatres, l'adressage se fait parfois directement sans le questionnaire. Donc en fait, pour essayer de lutter contre ce frein, cette difficulté, on va dire, à remplir ce questionnaire par les médecins chirurgiens, on a eu l'idée, on a proposé en fait à l'URPS, à l'ordre infirmier, on a proposé l'idée que ce puisse être rempli par les infirmières libérales. Ça renforce le lien ville-hôpital, ça permet aux infirmières libérales d'identifier aussi les fragilités, de transmettre aussi les informations aux spécialistes hospitaliers qui vont traiter le cancer. Donc l'URPS et l'ordre infirmier est extrêmement intéressé et motivé par ce projet que nous sommes en train de construire aussi. Donc, je pense que c'est aussi des professionnels sur qui on peut s'appuyer pour faire en fait ce dépistage des fragilités en cancérologie. Vous avez aussi parlé de transposition à d'autres pathologies. Donc c'est vrai que je pense que par exemple pour les insuffisants rénaux chroniques, je pense à ça tout de suite, mais après il y a peut-être aussi d'autres pathologies, cardiaques ou autres, mais effectivement la structuration, l'organisation du dépistage des fragilités et l'orientation éventuellement vers une évaluation gériatrique complémentaire pour discuter de la pertinence du projet, pour tous les traitements un peu lourds, on va dire, qui ont potentiellement des effets secondaires ou des séquelles en fait potentielles pour les patients. C'est vrai que ça reste pertinent. Alors je pense que ça dépend plus de volonté nationale et parce qu'en fait c'est vrai que il y a des financements qui sont débloqués pour nous donner du temps aussi pour ça. Donc c'est vrai que le cancer, c'est aussi une pathologie extrêmement fréquente et avec des traitements potentiellement très lourds. Donc c'est vrai que ça a été priorisé jusque-là dans les plans cancer. Mais c'est vrai que c'est ça pourrait être tout à fait transposé pour les grosses pathologies, les pathologies cardiaques et rénales aussi. Ouais, effectivement. Merci beaucoup de ces réponses. De rien. Marianne, est-ce qu'il y a d'autres questions Pour Bérangère, on n'a pas de nouvelles questions. Par contre, j'ai une question pour Sylvie Libois qui a répondu aussi en direct. Alors la question, Sylvie, si vous êtes toujours connectée. Oui, je vous vois. Les directives anticipées ne sont-elles qu'une affaire de formation des professionnels, recueil toujours très compliqué en établissement sanitaire? Vous m'entendez là? Un petit peu mieux, mais ça reste loin. Ah non, plus du tout. Je vais faire part de votre réponse, Sylvie, et si le micro se déclenche, on pourra enrichir aussi la réponse que vous avez apportée. Affaire de formation des professionnels, non pas toujours, que vous nous dites, c'est aussi une affaire de culture et d'approche de l'autre. Autour du thème de la mort, la liberté de parole ne pourra s'acquérir que sur le long terme. C'est bien un gros travail de communication au niveau national du moins. Je crois que c'est vraiment un exemple. Là, on voit bien la mise en pratique de ce que je présentais tout à l'heure dans le petit film au tout début. Une culture de sécurité et une organisation apprenante, ça repose sur plusieurs piliers. On l'a vu, le retour d'expérience tiré des enseignements, mais aussi le premier pilier, c'est en parler. Je crois que parler des sujets, les aborder, déjà ne serait-ce que calmement, partager des visions qui peuvent être différentes, savoir qu'on peut avoir des visions qui sont différentes et les échanger et essayer de trouver un compromis entre ces différentes visions, c'est déjà avancer sur une culture de sécurité. Parce que effectivement, on parlait justement de directives anticipées, c'est quelque chose, pour certains, ça va les bloquer, on le sait, on sait très bien qu'on devrait aborder ce sujet des directives anticipées dans les EHPAD parce qu'on sait que
malheureusement, la fin d'un résident dans une EHPAD, on sait de son séjour, on sait malheureusement comment ça va se terminer et que ça sera avec plus ou moins longue échéance, mais j'ai cru lire que ça pouvait être même un délai qui était plutôt de l'ordre d'une vingtaine de mois, peut-être 2 ans en moyenne, hein, donc c'est-à-dire c'est très court. Donc ça veut dire que c'est un sujet qui va de toute façon se poser à l'équipe assez rapidement et de faire en sorte que justement cette fin de vie se passe le mieux possible. Ce qui n'est pas forcément évident parce que c'est pas dans nos cultures de soignants, c'est peu abordé encore dans la formation initiale. C'est pas parce que c'est pas abordé dans la formation initiale, ou en tout cas ça ne l'a pas été toujours, qu'il faut pas discuter le plus possible et échanger. Là, effectivement, on a une équipe qui a la chance d'avoir quelqu'un qui a connu une culture différente, donc c'est important effectivement de pouvoir échanger. Ça c'est important vraiment. Et ça, c'est pas forcément une affaire de formation. Je pense que, alors, ça serait idéal qu'on ait une formation, mais hélas, on sait que la formation, notamment sur la sécurité, est le parent pauvre de la formation des professionnels de santé, quels qu'ils soient d'ailleurs. Oui, comme dit Aurélie, il y a effectivement, on a l'autorisation de Sylvie Libois de vous mettre le témoignage complet. Vous verrez qu'on a abordé, là, il fallait qu'on fasse des choix, et donc on a abordé, Aurélie et Sylvie ont pu échanger sur des pistes. Et donc, il y a quelques pistes, effectivement, qu'on vous propose. Bien évidemment, on mettra tout ça en ligne dans les jours à venir. S'il n'y a plus d'autres questions, je vous propose qu'on arrête là nos discussions. Oui, puis de toute façon, je vois l'heure passer. Je me suis engagé à faire respecter le timing. On va donc effectivement vous remercier encore infiniment à tous d'avoir participé. Merci aux intervenants d'avoir pu déjà d'abord jouer le jeu des interviews et ensuite d'avoir répondu aux questions qui étaient posées. Je vous rappelle qu'on a aussi une session poster qui se passe en même temps, puisqu'elle y est depuis le début de la semaine. Ça se termine demain à 14 h. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Il y a un poster qui est un petit peu en avance par rapport à d'autres. On a vu, mais ça ne se jouera que demain à 14 h. Donc, allez regarder parce que c'est vraiment intéressant. Et puis nous, on se retrouve demain, même heure, même lieu. Cette fois-ci, ça sera ludique, assez ludique, puisque finalement, la thématique de demain, c'est apprendre en s'amusant. C'est un autre moyen d'ancrage d'une culture de sécurité. On verra différents exemples sur justement la manière d'utiliser les ressorts ludiques pour apprendre et donc changer nos cultures, nos façons de faire, nos façons de penser. Merci encore à tous pour tous ces échanges et je vous souhaite une bonne fin de journée. N'oubliez pas de répondre au questionnaire de satisfaction, ça nous aide. Et puis encore un grand merci aussi à nos 2 partenaires qui nous ont aidés à monter et nous permettre de pouvoir monter cette semaine. Donc NHC et IBC, qui sont deux de nos partenaires qui nous ont encore une fois aidés. Merci encore à eux et merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée.